la dernière session scientifique. Donc je vais vous parler de cellules hybrides organiques et perovskites. Donc c'est la dernière session. Je ne sais pas si on est les derniers de la classe, mais bon, on va voir ça. Voilà. Ah, peut-être, oui. Alors je vais être obligé de faire ça tout seul puisque mon camarade Thierry Toupens m'a lâché. Enfin, il s'excuse auprès de vous de ne pas pouvoir venir. Et il m'a préparé quelques transparents, donc je vais vous les passer puisque bon, il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis pas trop spécialiste. Donc je vais m'appuyer sur ce qu'il a fait. Donc cette session, je pense qu'elle s'est transformée un peu récemment puisqu'il y a eu l'arrivée des perovskites. Donc c'était un peu ça le but aussi. Et donc cette année avec Thierry, on a préféré mettre l'accent un petit peu, le focus sur les perovskites puisque c'est un peu nouveau. Et puis il faut bien le dire, je pense que dans le domaine de l'OPV et des cellules à colorant, il y a eu un petit peu de déprime suite à l'arrivée des perovskites. Et en même temps, sur les perovskites, on n'a pas eu tant que ça de soumission puisque la communauté française est un petit peu en retard, il faut le dire encore, par rapport à l'état de l'art mondial. Mais on va voir quand même des belles choses, je pense. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Alors en fait, donc, le diagramme du NRL que vous connaissez. Donc on parle des filières qui se trouvent dans le bas du diagramme. Ici, là, par là. Et puis vous avez les perovskites en fait qui apparaissent brutalement, comme vous le savez, depuis 3 ans en fait. Mais en réalité, c'est des vieux matériaux qu'on redécouvre dans un autre contexte. Et des matériaux qui sont en fait des semi-conducteurs. Donc c'est pas tout à fait lié à l'OPV, mais pour ce qui est des cellules photovoltaïques, on est quand même proche des concepts de cellules DSSC notamment. Donc, alors on atteint des records qui sont assez étonnants en quelques années. Donc, par exemple, le dernier qui a été annoncé par Michael Gretzel pour les perovskites, c'était 20,8% à Rome au mois de mai. Donc, ça a été réannoncé à nouveau à l'EPFL en septembre. Donc là, on peut penser que c'est relativement fiable. Ceci étant dit, depuis 2015, il y a à la fois une explosion des papiers dans la littérature, mais aussi en fait un petit peu un nivellement des records maintenant, on va dire, dans le domaine des perovskites. Donc on passe dans une autre phase pour ce qui est de cette filière-là. Alors on peut voir les choses d'une autre manière, donc c'est un peu ce qu'on avait discuté avec Thierry. Donc si on prend quelque chose d'un petit peu plus raisonnable, donc des surfaces de 1 cm², donc le problème de la surface, c'est un problème dans les perovskites, comme vous le savez, on voit que les perovskites quand même si le titre est un peu ronflant, ne sont quand même pas au niveau d'autres filières que vous avez ici. Et donc, vous avez ici rappelé les résultats pour les cellules à colorant et les cellules organiques. Donc, voilà les transparents préparés par Thierry. Alors, en fait, même si les autres filières sont un peu déprimées, l'état de l'art avance quand même toujours assez fortement. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, dans le domaine des cellules à colorant liquide, donc les cellules avec un électrolyte, en fait, vous avez un nouveau record qui est tombé à 14,3%. Alors, bien entendu, les molécules sont relativement complexes, pas pour un chimiste, mais pour un physicien comme moi. Mais on retrouve des choses des cœurs triphénylamine, là, des molécules qui sont connues dans d'autres domaines depuis assez longtemps aussi. Voilà, donc avec des très bonnes caractéristiques électriques notamment. Alors, dans le domaine des cellules à colorant solide, il y a aussi des évolutions. Donc, toujours un peu la molécule magique en ce moment, semble-t-il, c'est celle-ci. Et donc là, on voit que le rendement est passé de 7,2% à 7,7% grâce à cette molécule. Donc, il y a encore pas mal de travail au niveau de la synthèse moléculaire. Là, donc, avec des couches plus épaisses, on peut atteindre des rendements encore plus forts. Donc, 8%, c'est le travail que Thierry m'a demandé de rapporter ici, avec parfois un peu au niveau chimie des choses quand même plus compliquées, je pense, mais avec des caractéristiques électriques comme le VOC qui sont relativement raisonnables. Alors dans le domaine des cellules organiques, cette fois-ci polymères, il y a encore des progrès qui sont faits, alors toujours au niveau de la chimie, et on atteint des rendements qui sont vraiment impressionnants, moi je trouve, alors, évidemment, toujours avec des molécules un petit peu compliquées, mais des rendements supérieurs à 10%, avec des tensions qui sont de l'ordre de 0,8 volts ici, et des courants qui sont de l'ordre de 18 mA par centimètre carré. Bon, alors on a mis un peu plus le focus sur les perovskites, et puis j'en profite pour faire un peu de pub sur ce qu'on va organiser à Rennes. Donc on avait organisé avec Emmanuel Delporte la première journée à l'ENS Cachan
donc cette année. Donc on va récidiver, cette fois-ci c'est passé à Rennes, donc c'est toujours un peu les mêmes personnes qui sont impliquées dans l'organisation de cette journée. Donc on vous invite à venir pour ceux qui sont intéressés. Donc ça va se faire sur 2 jours, vous voyez, donc retenez les dates, le 17 et le 18 mai. Donc l'année dernière, c'était un petit peu plus sur le mode on fait connaissance. Donc les gens exposaient un petit peu quels étaient leurs projets, même s'ils n'avaient aucun résultat. Donc là, on sera un peu plus sur la présentation de résultats, enfin on l'espère. Et donc il y a un certain nombre de partenaires qui nous ont rejoints. Donc il faut dire que les perovskites sont aussi intégrés dans le GDR électronique organique et aussi le réseau de recherche Nanorgasol. Donc tout ça, il y a un certain nombre de concepts qu'on partage avec les autres disciplines. Alors l'état de l'art sur les perovskites a évolué très fortement en 2015. Alors notamment par rapport à des questions qu'on se posait en 2013. Les questions qu'on se posait en 2013, c'est quelles étaient les propriétés intrinsèques limites de ces matériaux. Est-ce qu'on est capable de faire des monocristaux? Donc toutes ces questions, en fait, maintenant on a des réponses, je pense, qui sont plus précises. Donc par exemple, on a vu apparaître 2 papiers dans Science simultanément sur la croissance de monocristaux. Donc vous voyez ce qu'on est capable de faire maintenant au niveau des perovskites. Donc la recette est tout à fait reproductible. Donc on est même capable de le faire à Rennes. Donc on fait des gros monocristaux comme ça maintenant. Enfin, c'est l'équipe de l'ISR qui fait ça. Donc les gens qui ont fait ces études ont montré par exemple qu'on vous pouvez atteindre des longueurs de diffusion très importantes. On a pu mesurer les propriétés optiques dans des conditions assez propres. Par exemple, ici, définitivement montrer que l'exciton en fait était déstabilisé fortement lorsque la température était élevée. Donc on a vraiment dans ces matériaux 3D en fait, on a des porteurs libres à l'ambiance essentiellement, donc ce qui est favorable pour le photovoltaïque. Donc ça c'est des éléments qu'on a obtenus. Alors il y avait des questions. Alors oui, j'en profite pour dire quand même que les propriétés physiques sont basées avant tout sur un réseau inorganique, même si la molécule que vous voyez ici joue un rôle au niveau structure. Le rôle principal est assuré par un réseau inorganique dans ce cas-là. Alors il y avait une question qui était apparue dans le courant de l'année 2014, donc grâce à Henry Snaith. C'était en fait la question de l'hystérésis qui était visible dans un certain nombre de cellules, pas toutes. Et donc, vous voyez que l'hystérésis dans les caractéristiques électriques peut être fortement mise en évidence et dépend notamment de la fréquence. Donc, toutes ces questions-là, associées aux questions qui étaient posées par Juan Bisquert à peu près à la même époque sur des constantes diélectriques géantes en fait, qui étaient observées, sont probablement associées, donc ça c'est la nouveauté de l'année 2015, à des mises en mouvement dans les cellules notamment, des lacunes ioniques qui sont présentes dans le réseau inorganique des perovskites. Alors ces lacunes ioniques sont connues en fait depuis très très longtemps dans les perovskites totalement inorganiques, et donc en fait elles jouent un rôle. Alors elles jouent un rôle notamment parce que lorsque les interfaces ne sont pas de très très bonne qualité, lorsqu'il y a une accumulation de charge aux interfaces, ça met en mouvement les lacunes ioniques et donc ça provoque l'apparition de choses comme ça. Donc l'amélioration des interfaces dans ces cellules probablement réglera le problème. Alors on a vu apparaître aussi pour les cellules, maintenant plus pour les cristaux, mais pour les cellules, une forte amélioration aussi de la synthèse du matériau lui-même. Et donc vous avez l'étude de Los Alamos qui est parue dans Science également, qui affine en fait les processus de dépôt, donc de type spin coating, en jouant sur les températures de substrat. Vous voyez qu'on peut faire apparaître des domaines monocristallins de très grande taille, on est sur de la centaine de microns, et ça a une influence directe sur les propriétés électriques des cellules. Donc à la fois les interfaces, mais aussi le matériau en fait, joue un rôle dans les cellules perovskites. Il y a une thématique maintenant qui devient très très forte, c'est en fait la thématique du vieillissement. Alors bien évidemment, si on n'arrive pas à régler le problème du vieillissement du matériau et des cellules, ça sera un peu rédhibitoire pour le développement de la filière. Alors, si vous considérez en fait les records comme ça, en fait, ils sont obtenus. Donc, ce record-là qui a été présenté par Michael Gratzel, il est obtenu sur un matériau quaternaire, donc c'est déjà un petit peu plus compliqué, sur des toutes petites surfaces. Et il y a énormément de problèmes de vieillissement, voire même d'hystérésis un petit peu dans ce cas-là.
Donc si on est sur des cas plus réalistes, si j'ose dire, donc des structures comme ça, les rendements sont plus raisonnables, si j'ose dire, et on a des problèmes de vieillissement. Donc le travail va se faire maintenant comme ça. Alors le vieillissement peut provenir de différentes causes, la présence d'oxygène, l'humidité, et même sous encapsulation, il y a encore le problème de l'irradiation, donc qui est quand même un problème à régler. Donc voilà une étude qui est assez propre. Vous voyez, sur 1000 heures, en fait, c'est à peu près ce qu'on trouve de mieux dans la littérature actuellement sur ces études. Alors on va en avoir peut-être un petit peu dans un des exposés. Une autre thématique importante, et ça c'est apparu aussi en 2015 grâce à l'équipe de Stanford, là, McGee, c'est la problématique des cellules tandem. Alors en associant les perovskites au silicium ou les perovskites au CIGS. Donc il y a quelques papiers maintenant qui apparaissent. Alors même si avec ce qu'on a vu, on dépasse à peine le record d'une cellule perovskite toute seule, excepté Henry Snaith qui atteint 21,3%, on est plutôt sur des valeurs un peu plus raisonnables. L'équipe de Stanford, par exemple, a montré que l'association de deux matériaux, comme le silicium et la perovskite, permettent d'obtenir en fait un rendement supérieur aux deux cellules séparées. Alors il y a encore mais le problème de l'équipe de Stanford, par exemple, c'est que eux n'ont pas des cellules perovskites avec des records. Donc il y a encore des questions autour de ça et pas mal de travail là-dessus. Alors, autre chose, donc j'étais obligé de faire un choix, parce qu'il y a énormément de choses dans la littérature. Autre chose probablement très intéressante pour cette filière-là, c'est l'utilisation des substrats souples, et ils vont en être probablement question également, je pense. Vous voyez une étude qui est publiée dans Nature Materials, là, et qui a démontré que les cellules à base de perovskite sur substrat souple, en fait, pouvaient être de très très bons candidats pour avoir des rapports puissance-poids, en fait, de très grande qualité, avec une comparaison avec les autres filières. Donc vous voyez la petite démonstration qui a été faite avec un petit aéroplane là, et des cellules ici. Et par ailleurs, le matériau perovskite, qui est pourtant un matériau inorganique à la base dans son fonctionnement, mais grâce à la partie organique probablement, est quand même relativement résilient aux déformations. Donc vous voyez, ça fonctionne. Même plissé comme ça, très fortement à 40%, on conserve une cellule qui fonctionne, et c'est réversible en plus. Voilà, donc c'est peut-être là que ça se situe. Donc on avait choisi avec Thierry 4 exposés. Alors on va les noms ont légèrement changé. Donc en fait c'est Oliver Portugal qui va commencer avec un titre qui a légèrement changé. Donc ça c'est un papier qui a eu un très fort impact dans la communauté perovskite, donc il est sorti dans Nature Physics, sur les propriétés magnéto-optiques, donc à très très haut champ, la magnétoabsorption des perovskites hybrides. Et ça, c'est très important parce qu'on était dans l'attente des déterminations des caractéristiques intrinsèques de ces matériaux. Ensuite, donc Varda Adouchi va nous parler de ce qui se fait, je pense, à peu près de mieux dans la communauté française. Donc, c'est une collaboration entre le laboratoire LPICM et l'IRDEP, et le CEA aussi, mais enfin bon, le LPICM, on va dire. Ensuite, on va avoir quelque chose qui n'est pas encore publié, mais qui est très important, c'est l'étude de la performance et de la fiabilité des modules photovoltaïques, donc imprimés avec un petit peu de perovskite à la fin, si j'ai bien compris. Donc c'est Solène Berson qui va donner cet exposé. Le travail sur les perovskites, c'est un peu plus Mathieu Manceau. Hein. Et puis on va terminer par Mireille Richard-Plouet qui va nous parler de l'oxyde de titane essentiellement. Donc les interfaces, c'est très très important dans ces trois filières. Et donc il n'y a pas que les matériaux un petit peu purs ici, il y a aussi ça qui est très très important. Donc j'espère qu'on va apprendre des choses. Voilà, merci. Donc Oliver, si tu veux bien, il y a un pointeur. Ok, merci pour cette introduction et merci surtout pour cette possibilité de présenter un peu nos résultats ici.
Donc, puisque j'ai un peu plus de temps, je vais à la fois vous parler de nos résultats sur le perovskite et de ce qu'on fait dans notre laboratoire et que je pense que ça pourrait être intéressant pour des autres applications aussi. Voilà, ce travail-là, c'est une collaboration entre l'équipe du LNCMI à Toulouse. Donc vous voyez, c'est un peu la Légion des étrangers et je crois que mon nom, c'est le seul qu'on peut prononcer bien en français. Tous les autres, c'est beaucoup plus compliqué. C'est probablement pour ça que c'est moi qui va présenter. Et après, c'est l'équipe de Oxford qui s'occupe surtout avec le côté matériaux. Alors je vais rapidement vous parler de notre laboratoire et de ce qu'on fait. Après, on va se poser la question si on a vraiment besoin de son Tesla quand on veut faire des applications. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait exactement au niveau de cette expérience et après je vais parler des résultats qu'on a obtenus sur le perovskite. Alors donc d'abord pour introduire un peu le LNCMI. Donc on est effectivement en France la plus petite des très grande infrastructure de recherche. Donc, on est sur 2 sites à Grenoble et Toulouse. C'est un laboratoire avec à peu près 90 permanents. Donc, la vocation, c'est de faire de la recherche scientifique, le développement technique qui est nécessaire pour cette recherche, et on a un programme des utilisateurs. Donc, chacun est bienvenu de faire des expériences chez nous. Alors, très rapidement, pourquoi est-ce que c'est difficile de faire des champs magnétiques? On a d'un côté les forces de la place. Nous, on parle plutôt de la pression magnétique qui augmente avec le champ. Donc, vous savez que quand vous mettez un aimant contre le frigo, vous sentez une force. Le problème, c'est que l'aimant, ils sentent cette force aussi. Et cette force a tendance à éclater l'aimant. Et donc, les aimants, il faut les stabiliser. Vous voyez ici sur l'échelle, nous, ce qui nous intéresse, c'est quelque part par là, c'est 100 Tesla, mais là, on est au niveau de 4 gigapascales, donc ça, c'est une force énorme que très peu de matériaux peuvent tenir. La raison est simple, un champ magnétique, c'est une densité d'énergie énorme, et vous voyez ça ici, donc on est à 100 Tesla, on est au même niveau que les explosifs. On est aussi au même niveau que le chocolat, donc, mais bon, ça c'est... Voilà. Le deuxième problème, c'est que quand vous utilisez un électroaimant, ça chauffe forcément, et chez vous, c'est fait un petit dessin ici. Donc ça, c'est à peu près la région d'intérêt qui, pour nous. Donc ce sont des bobines qui peuvent créer des dizaines de Tesla et qui ont une taille raisonnable. Et on voit là que pour opérer une bobine comme ça, on a besoin de quelques dizaines de mégawatts. Et si on ne refroidit pas, ça chauffe à un taux de 1000 Kelvin par seconde. Donc c'est un peu compliqué. À Toulouse, ce qu'on fait pour éviter ces problèmes-là, on fait des champs pulsés. Donc, en principe, on a des systèmes très faciles qui consistent d'une banque de condensateurs et une bobine. On décharge le condensateur dans la bobine, ça fait une impulsion. Et on utilise ça pour les expériences. Sauf que nos condensateurs sont un peu plus importants que ce qu'on a habituellement. Donc ça, c'est le cœur de l'installation. C'est 14 mégajoules. Et là, c'est un générateur mobile. Donc si vous voulez faire des expériences chez vous, on peut aussi venir. Voilà. Bien évidemment, la taille des bobines, ce n'est pas tout petit non plus. Vous voyez ça, surtout ici en bas. Donc ça, c'est une bobine sur une transpalette. Donc ça, ce sont quand même des animaux relativement importants. Et finalement, on sait aussi faire des champs encore plus hauts et plus courts. Là, c'est l'installation Megaghost de Toulouse. Quand on n'a plus le moyen de garder la bobine, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte le courant de façon très très rapide. Tellement rapide que grâce à l'inertie, la bobine n'a pas le temps d'exploser. On fait l'expérience, la bobine explose après et voilà, on a les données, c'est le principal. Donc vous voyez, c'est un peu spectaculaire, mais je vais vous montrer des données pour vous convaincre que c'est quand même possible. Alors la question c'est, sont Tesla pour des applications? Est-ce qu'on en a
vraiment besoin. Bon, normalement, quand ça concerne les basses températures, on ne se pose pas la question. Et la raison est simple. Là où on veut des applications, donc à la température ambiante et à champ zéro, on a le désordre thermique et on n'a pas une structure des bandes d'énergie qui nous permet de faire grand-chose. Donc généralement, on utilise des basses températures, on utilise des champs forts. Et c'est la théorie qui nous dit comment revenir vers les conditions d'application. Donc, une petite mise en garde pour les jeunes expérimentateurs. Il ne faut jamais faire trop confiance à la théorie. Donc, en Allemagne, on apprend ça à partir de 3 ans. Donc, si vous vous promenez dans des terres inconnues, ne faites pas confiance à la théorie pour revenir chez vous. Donc, voilà. Et effectivement, pour les perovskites, c'est très frais parce qu'on a des transitions de phase qui rendent ça un peu compliqué de conclure à partir de ce qu'on voit à basse température, ce qui se passe à la température d'ambiance. Ok, donc quelques mots sur les genres des expériences qu'on fait, donc la spectroscopie magnétique. Normalement, quand à champ zéro, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec une structure de bande d'un semi-conducteur, typiquement comme ça. Donc on voit effectivement un bord d'absorption qui correspond à la bande interdite et on ne voit pas grand-chose autrement. Le champ magnétique, ça nous fait des niveaux de Landau qui, dans une certaine façon, contiennent le même genre d'informations que cette bande parabolique-là, sauf que ce qui est là, dans la courbure, là, on l'a dans la bande de niveau de Landau. Donc maintenant, si je applique un rayonnement monochromatique, donc j'ai toute une série de transitions. Ce qui est intéressant, les transitions ils deviennent plus fortes quand je vois à plus haut champ parce que la dégénérescence augmente, la population change. Donc généralement, je vois beaucoup plus à champ fort. Aussi, il faut voir que j'ai mis des niveaux là, mais ils ont une largeur bien définie. Et en plus, il y a des règles de sélection qui nous disent que je ne peux pas créer des transitions entre n'importe quel niveau, mais en fonction de la polarisation de mon rayonnement, il y a certaines transitions qui apparaissent. Et je peux faire ça à plusieurs longueurs d'onde, et donc j'aurai de quoi reproduire un peu ma structure énergétique là. Et ce que vous allez voir pendant la présentation, c'est surtout ça. Là, on prend la différence sur ces spectres-là. Et on voit donc ces transitions ici sur les énergies des transitions. Alors, il y a effectivement deux types d'expériences qu'on fait. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc là, c'est rayonnement monochromatique. On peut aussi, quand on a suffisamment de temps, on peut aussi utiliser des barrettes de détecteurs, ce qui nous permet de mesurer plusieurs fréquences à la fois, donc des spectres résolus en énergie. Ici, on a une périodicité de résonance en 1 sur B. Là, typiquement, c'est équidistante. Voilà, vous allez voir les deux. Ça, c'est juste pour vous montrer comment on fait dans la réalité. Vous voyez ici la courbe noire, ça c'est le champ magnétique. C'est effectivement un système qui comprend deux bobines, donc une avec une impulsion courte, une avec une impulsion longue. Et ces bandes vertes là, ça c'est le moment quand la fermeture de la caméra est ouverte et je fais l'acquisition de mes données. Et bien évidemment, l'art c'est de mettre une acquisition jusque sur le champ crête là-haut.
Alors, en ce qui concerne le setup qu'on utilise, donc voilà, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. On utilise généralement des fibres, on fait notre échantillon là. Là, il y a une bobine pick-up qui nous dit qu'est-ce qu'on a comme champ. Et ça ressemble un peu à une bobine monospire. Mais dans les aimants classiques, ça ressemble à peu près à la même chose. Donc la seule chose qui manque ici, ça c'est le support de l'expérience. Voilà. Alors, donc quelques mots sur la famille de perovskite. Ça, vous avez vu justement, donc on voit cette pente assez impressionnante en ce qui concerne l'efficacité photovoltaïque des perovskites. Après, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quand même un cristal qui est relativement complexe au niveau de la stoichiométrie. Donc, on peut dire qu'il y a pas mal de possibilités de varier les différents éléments. Donc, on peut remplacer l'iode par le chlore, le brome, où on peut aussi changer la partie organique. Et donc tout ça, ça va avoir un impact sur la structure de bande. Et donc je pourrais faire un peu d'ingénierie de matériaux. Et donc pour finir, vous l'avez tout compris, vos prochains panneaux de solaire, ils viendraient du peintre et pas d'un électricien. Donc ça c'est un peu ce qui fait passer. Moi j'adore celui-là, Perovskite Promises Power Producing Paint for Pennies per Pint. Fallait le faire. Ok. Donc je vais d'abord vous parler des résultats qu'on a obtenus l'année dernière et qui ont été publiés en début de l'année. Donc d'abord ici les spectres dans des champs relativement modérés, donc jusqu'à 65 Tesla, résolus en énergie. Donc je vais vous expliquer peu à peu. Alors d'abord à haute énergie, on voit ici ces structures équidistantes. Et on peut prendre la transmission à champ fort divisé par la transmission à champ faible, ce qui nous donne ça ici. Et on voit qu'il y a des résonances qui se déplacent avec le champ magnétique. Ça, ce sont les transitions entre le niveau de Landau. Et ces déplacements avec le champ magnétique, ça me donne l'information sur les porteurs de charge libre. Voilà. Après, à basse énergie, j'ai une structure très prononcée là. Cette structure-là, on peut aussi voir plus clairement si on prend le rapport entre ce qui se passe en champ fort et ce qui se passe en champ zéro. Et là, on voit effectivement les transitions des excitants. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, on ne voit pas seulement l'état 1S, mais on voit aussi l'état 2S et même l'état 2P. Ça nous permet maintenant de créer un plot avec une image avec toutes nos transitions. Donc vous voyez ici en bleu les transitions entre les niveaux de Landau. Vous voyez là en noir, ça ce sont des transitions dans les états excitoniques. Et vous voyez en rouge ici les résultats obtenus avec les mégagauss. Donc là il y a des exemples. Et en noir ce qu'on voit avec les champs plus classiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Donc, d'abord, le déplacement, donc la pente de ces lignes bleues, ça nous donne directement la masse effective. Ça nous donne aussi, ici, à champ zéro, le continuum pour les états excitoniques. Okay? C'est là où l'exciton se dissout. Et avec ça et l'état 1S, je peux déterminer l'énergie de liaison de l'exciton. Je peux aussi le déterminer à partir de la séparation entre 1S et 2S. Et je peux le faire aussi avec
le déplacement diamagnétique. Donc ça, c'est cette pente-là. Cette dernière méthode-là, elle est un peu dangereuse parce que ça a été fait précédemment et les gens qui l'ont fait, ils sont arrivés à des valeurs pour l'énergie de liaison qui étaient bien supérieures, simplement parce que si vous n'avez que le niveau 1S, il faut connaissance de la constante diélectrique pour déduire l'énergie de liaison. Et donc, eux, ils sont arrivés à 50 milliélectronvolts, ce qui aurait bien évidemment un impact sur l'efficacité des panneaux solaires. OK, oui, bon, ça c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Donc, il faut, si on fait ça, il faut tenir compte de la constante diélectrique. Et le problème, c'est bien évidemment, on peut prendre la constante diélectrique statique, la constante diélectrique dynamique, ou quelque chose entre les deux. Et c'était le Sherman, effectivement, qui était le premier, qui a proposé que la réalité est un peu entre deux. Donc, il faut tenir compte du fait que ça dépend de la fréquence. OK, après, je vous ai déjà dit, il y a une petite complication dans la mesure où il y a deux transitions de phase. Donc, à haute température, c'est cubique, ça devient tétragonal quelque part autour de 150 Kelvin. Non, pardon, ça devient tétragonal je pense à 50-60 Kelvin, et ça devient orthorhombique à basse température à 150. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans les expériences Mega-Gauss. Donc, vous voyez ici des spectres qui ont été pris en fonction de la température. Et, voilà. Et si vous regardez très bien, vous voyez qu'il y a d'abord ici une résonance qui se déplace avec la température. Et puis, entre 140 et 150 Kelvin, ça saute et ça réapparaît à plus fort champ. Ça, c'est justement parce qu'on a la transition de phase et c'est la bande interdite qui s'ouvre. Donc, on voit ça directement. Après, ce qu'on peut faire, c'est maintenant, à haute température, directement regarder les transitions. Et grâce au champ fort, on a la possibilité de voir quand même le niveau 1 et le niveau 2, ce qui nous permet encore de déterminer la masse effective. Pour les expériences à plus bas champ, c'est moins clair qu'avant. Donc, notamment, vous voyez ici les niveaux de Landau, on ne voit presque plus, mais on voit toujours le 1S. À partir de la position du 1S et le continuum et le continuum pour les excitons qu'on connaît avec la masse effective, donc on trouve que quelque part ici, l'énergie de liaison, elle est à 12 milliélectronvolts. Mais, il y a un mais, si vous regardez bien ici, cet axe-là, elle marque la résonance qui est le plus bas en énergie. Et vous voyez que vers les champs forts, ça bouge vers des énergies plus importantes, ce qui est normal. Par contre, vers champ zéro, ça bouge aussi dans la direction des énergies plus fortes, et ça, c'est pas normal du tout. Ça, c'est quelque chose qui ne se passe pas. Donc, ça veut dire que l'énergie de liaison AB égale 0 est effectivement plus petit que 12 milliélectronvolts. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir aussi dans ces diagrammes. Vous voyez, ça, c'est l'énergie du 1S excitant. Mais vous voyez ici clairement que la résonance, elle quitte ça et elle se propage plutôt vers le continuum. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bon, c'est relativement facile. Si on diminue B ou on augmente T,
donc on diminue l'énergie de liaison. Mais la diminution de l'énergie de liaison augmente la constante diélectrique. Et si j'augmente la constante diélectrique, ça diminue encore plus l'énergie de liaison. Donc en quelque sorte, j'ai un boucle. C'est pour ça qu'on parle d'un collapse de l'énergie de liaison. Voilà, maintenant, dans le temps qui reste, quelques informations sur nos derniers résultats. Ici, on a maintenant, en plus de méthylammonium, j'ai un problème avec les noms chimiques, donc je m'excuse. Donc on a regardé plusieurs matériaux différents, à la fois au niveau des halogènes et au niveau de la partie organique. Donc vous voyez ici d'abord les expériences faites dans le Mégagauss avec toujours toutes ces résonances. Après, ça, ce sont les expériences faites à plus bas champ, donc jusqu'à 65 Tesla, que cette fois-là, on a aussi fait résolu par rapport au spin, donc avec une polarisation circulaire bien définie. Et comme avant, on voit la transition ENS, on voit une transition 2S, même si elle est parfois très faible, qui nous permet de déterminer l'énergie de liaison. Vous voyez ici encore, pour basse température, toutes les transitions qu'on a vues et en comparaison avec la transition que la théorie nous donne. Ça, c'est à basse température. À haute température, on voit naturellement moins ces transitions, mais on voit par exemple toujours ce même effet que l'excitant ENS, quand on descend en champ magnétique, ça quitte en principe ce qu'on a calculé et ça se promène un peu vers le continuum. Donc, pour regarder tout ça, on peut maintenant faire un plot où on met la masse réduite pour les différents matériaux en fonction de la bande interdite. Et on voit que à la fois pour la masse réduite, ici, et pour l'énergie de liaison, on peut dire que ça reste un peu sur une dépendance linéaire. Ce qui nous amène à conclure qu'on a effectivement une masse et une énergie de liaison qui dépendent uniquement de la bande de l'énergie et de l'énergie de Gain. Donc l'énergie de Gain, c'est ce qui fait la courbure de la bande et notamment qui fait que la bande de valence, elle a une courbure vers le bas et pas vers le haut. Et donc, on peut maintenant arriver à des formules relativement simples. Donc, d'après ça, la masse effective, elle est la bande interdite en électronvolts divisé par 16,6. Et de la même façon, l'énergie de liaison, elle est à peu près 1/100 de la bande interdite. Voilà. Ça, c'est déjà, en quelque sorte, la conclusion. Donc, il me reste de faire un peu de publicité. On ne s'occupe pas uniquement des perovskites. Le LNCMI est un laboratoire qui, dans le cadre du European Magnetic Field Laboratory, est utilisable par n'importe qui veut. Donc, on a 2 fois par an, on a des appels à propositions qui sont évalués par un comité de sélection qui n'est pas très strict, je peux le dire. Et donc, et même si vous ne comprenez rien en expérimentation, mais vous avez des jolis échantillons, vous êtes assisté sur site par des contacts locaux et donc vous pouvez trouver tout ça sur ces sites-là. Merci pour votre attention.
Bon, merci Oliver. Donc, si vous avez quelques questions, on a le temps pour une ou deux questions, je pense. Bonjour. Est-ce que le couplage spin-orbite a une influence sur l'analyse que vous avez montrée là, des états excitoniques, de la masse effective et tout ça? Disons que il y a je n'étais peut-être pas très clair sur ça, mais contrairement à des publications qui mettent, en quelque sorte, qui mettent un certain savoir théorique dans leur évaluation, nous on ne fait pas ça. Quand je parle de l'énergie de liaison, c'est justement ce qu'on a mesuré. C'est une mesure, dans les deux cas, ce sont des mesures directes. Donc je ne sais pas, si vous voulez, c'est un peu phénoménologique. Je n'ai même pas besoin de me casser la tête, en quelque sorte, si ce sont les effets qui le font. Non, mais ça je comprends bien, mais je veux dire, à la fin, il y avait quelques petites formules qui reliaient le gap, la masse effective et tout ça ensemble. Est-ce que, d'une certaine façon, un couplage spin-orbite peut changer ce genre d'analyse? Dans ces cas-là, les perovskites, c'est quand même, en quelque sorte, c'est probablement le semi-conducteur le plus simple que vous pouvez avoir pour apprendre à vos étudiants qu'est-ce que c'est un semi-conducteur, parce qu'il y a justement la bande de conduction. Il y a la bande de valence qui sont à peu près symétriques les deux. Et il n'y a pas comme par exemple dans le 3.5, le 2.6 ou les autres où vous avez une bande de valence qui est relativement compliquée, où toutes les spin-orbites jouent un rôle important parce que vous avez les trous lourds, les trous légers. Tout ça, dans les perovskites, on n'a pas. C'est une bande simple de conductance, une bande simple de valence. Si je commente, donc le fait que la bande de conduction soit simple, c'est dû au fait que c'est la bande split-off. Voilà. Donc les spins que tu as mis, c'est pour la bande split-off. Donc c'est indirectement le couplage spin-orbite. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non? Si? Non? Bon, ben on va remercier Oliver alors. Et donc ça va être Varda Adouchi. Donc tu peux. Je vais mettre ta présentation. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter des résultats effectués dans le cadre de ma thèse en co-tutelle entre le LPCM et l'IRDEP sur les cellules solaires perovskites à base d'oxyde de zinc. Alors tout d'abord, je vais commencer par une brève introduction. Alors la perovskite, c'est un matériau de structure de type ABX3 avec A un atome soit inorganique, soit un cation organique ou inorganique. B, un atome métallique, et X, un atome d'halogène. Alors, dans notre cas, on a travaillé avec la perovskite hybride, donc la CH3, NH3, PBI3. Alors, la perovskite, en ce moment, c'est un matériau très attractif dans le domaine du photovoltaïque. D'une part, par ses propriétés de dépôt, puisqu'elle peut être déposée à basse température et en milieu aqueux, et c'est un matériau qu'on trouve abondamment sur Terre. D'autre part, par ses propriétés physiques, puisqu'elle a une très bonne absorption et un large câble autour de 1,5 eV. Donc, ce qui permet une faible épaisseur de cette couche, donc 200-300 nanomètres, est suffisante pour avoir une couche très absorbante. Et cette perovskite possède aussi une faible énergie de liaison des excitons et une excellente mobilité de charge, donc avec donc le couplage absorbance-mobilité donc fait de ce matériau donc un très bon absorbeur pour les cellules photovoltaïques. Alors, on distingue deux types d'architecture. Tout d'abord, l'architecture plane. Donc, on a une superposition de différentes couches, donc FTO
TO2, ce qu'on retrouve le plus souvent, perovskite, spirométhode et or. Donc la seconde architecture est la mésostructurée. Donc contrairement à l'architecture plane, on a une couche entre l'oxyde, la couche compacte d'oxyde et la perovskite, qui est une couche mésoporeuse. Alors, généralement, le TO2 se dépose à des températures assez hautes, comprises entre 300 et 500 degrés. C'est pour cela que notre but, c'est de remplacer l'oxyde de titane par l'oxyde de zinc. Alors, pourquoi l'oxyde de zinc ? Tout d'abord, il a une conductivité sur laquelle on peut jouer. Il a un large gap autour de 3,3 eV. Mais contrairement au TO2, ce que l'on a de plus, c'est qu'il peut être déposé à basse température, donc à 100 degrés, et à partir de différentes techniques, dont l'électrodépôt. Et on peut aussi avoir différentes structures du matériau, donc soit nanoporeux, nanoparticules ou nanotubes, ou enfin plein d'autres aussi. Mais l'inconvénient de ce matériau, c'est qu'il est beaucoup moins stable que l'oxyde de titane, puisqu'il est très sensible au pH. Alors, pour déposer la perovskite, donc il y a différents moyens, il y a différentes techniques utilisées par différents laboratoires. Alors, l'une d'elles, c'est l'évaporation, donc à partir de deux sources, l'une organique et l'autre inorganique. Alors, on arrive avec ça à obtenir des couches assez recouvrantes et uniformes, mais ça reste quand même une méthode sous vide. L'autre moyen, c'est le dépôt en solution, donc soit en une étape. Donc, lors de cette étape, on va déposer la perovskite déjà préparée avec les deux composants organiques et inorganiques par spin coating, suivi d'une étape de recuit. Donc, cette méthode de dépôt nous permet d'avoir une couche de perovskite qui n'est pas uniforme et n'est pas assez recouvrante. Donc, c'est un grand inconvénient. Donc, la seconde méthode, c'est une méthode en deux étapes. Donc, comme le dit son nom, donc, ça se fait en deux étapes. Donc, la première étape, on dépose le premier composant, c'est le PBI2 par spin coating, suivi d'une étape de recuit. Puis, la couche de PBI2 est trempée dans une solution de méthylammonium iodide et ensuite recuit. Ici, on obtient une couche qui est assez recouvrante, ce que l'on cherchait. Et c'est une technique qui est moins coûteuse que la méthode sous vide. Alors, on a tout d'abord commencé à étudier l'architecture plane avec l'oxyde de zinc. La première étape, ça a été d'optimiser la couche d'oxyde de zinc, qui est une couche intrinsèque, dont le rôle est de transporter, de laisser passer les électrons, mais de bloquer les trous. Alors, cette couche est déposée par sputtering, donc on obtient une couche qui est recouvrante, ce qui est important parce que le but, c'est d'éviter les chantes entre la perovskite et le FTO. Et comme le montrent les courbes de transmittance, donc on a étudié différentes épaisseurs pour pouvoir optimiser cette couche. Donc, quelle que soit l'épaisseur de IZ-anneau déposé, on a toujours une couche de IZ-anneau qui est transparente sur tout le visible. En termes de performance, donc, ces différentes couches, donc, on les a réalisées, on les a intégrées dans des cellules solaires perovskite, donc avec les mêmes paramètres de dépôt de perovskite. Donc, on voit, lorsqu'on regarde les résultats, donc, on voit que les performances augmentent avec l'épaisseur de IZ-anneau, donc jusqu'à une épaisseur optimale de 100 nanomètres, puis ces performances diminuent. Donc cela peut être attribué tout d'abord pour les faibles épaisseurs à une résistance chaîne qui est faible. Donc comme la couche est trop faible, donc on n'arrive pas à éviter totalement les shunts. Et pour des épaisseurs trop élevées, donc comme 150 nanomètres, donc là c'est la résistance sérique qui intervient, donc qui est trop élevée.
Donc, comme le montre aussi la courbe de transmission, donc lorsqu'on compare le FTO IZ-ANO seul et le FTO IZ-ANO avec la perovskite, on voit que la perovskite absorbe la majorité de la lumière transmise sur tout le visible. Par la suite, on a optimisé les paramètres de dépôt de la perovskite. Alors, tout d'abord, le premier paramètre qu'on a étudié, c'est la vitesse de dépôt lors de la première étape du PBI2. Alors, on a gardé un temps de dipping identique, donc 40 secondes. Donc, on voit sur les images MEB que, tout d'abord, que lorsqu'on augmente la vitesse de spin coating, donc on diminue l'épaisseur, donc ce qui est normal, mais on voit que cela s'accompagne d'une diminution de la taille des grains. Lorsqu'on regarde le diffractogramme à rayon X, donc on observe bien les pics caractéristiques de la perovskite, mais on a aussi des pics caractéristiques du PBI2. Donc, si on voit ici le pic principal. Donc, pic principal qui augmente avec l'épaisseur de la couche de PBI2 initialement présente. Donc, cela montre que pour ces vitesses de rotation et pour ce temps de dipping, donc la conversion du PBI2 en perovskite lors de la seconde étape n'est incomplète. Alors, donc, on a réalisé des cellules avec ces différentes couches, donc avec une surface active de 0,16 cm². Et on remarque, donc oui, déjà, les mesures ont été effectuées d'une part dans le sens direct, c'est-à-dire des bas potentiels vers les hauts potentiels, et dans le sens indirect, d'autre part, des hauts vers les bas potentiels. Donc, on remarque que les performances augmentent lorsque l'épaisseur de la couche diminue. Et, donc, plus la couche est fine, donc, et optimum aux alentours d'une couche d'épaisseur de 300 nanomètres, et plus on a de bonnes performances. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on a un fort phénomène d'hystérésis, puisqu'on a une forte chute en performance lorsqu'on fait les mesures dans le sens direct. Alors, après avoir optimisé la vitesse de rotation, donc on l'a optimisé, on a gardé 6000 RPM, donc ce qui donne une épaisseur à peu près de 300 nanomètres. Donc, sachant qu'il reste encore du PBI2, il faut, donc le but ça a été d'éliminer au maximum de PBI2, donc d'optimiser la conversion lors de la seconde étape. Donc ici, je ne vais pas vous montrer l'étude complète, le temps ne me le permet pas. Donc je vais directement vous donner les résultats. Donc, excusez-moi. Donc on remarque, donc on a étudié différents temps de dipping entre 40 secondes et 5 minutes. On remarque que plus le temps de dipping augmente et plus les performances augmentent. Donc, plus on laisse le PBI2 trempé dans le méthylammonium et plus on forme un matériau pur. Donc, ce qui augmente les performances. On a des rendements optimum pour un temps de dipping de 5 minutes, puisque pour des temps de dipping supérieurs, les performances se dégradent, puisque la perovskite se dégrade en parallèle. Alors, on remarque aussi toujours le même phénomène d'hystérésis, puisque les performances ne sont pas les mêmes lorsqu'on effectue les mesures dans le sens direct ou dans le sens indirect. On a ensuite étudié la stabilité des cellules. Donc ici, on présente le suivi des performances de 2 cellules. Alors, la première, celle représentée par les points rouges, c'était une cellule qui a été conservée sous cloche à vide durant toutes les étapes de mesure. Elle a juste été retirée pour effectuer les mesures. Et la seconde, celle représentée par les points, les carrés noirs, donc c'était une cellule qui a été encapsulée avec de l'araldite. Donc elle a été donc conservée à l'air libre après encapsulation. On remarque pour ces 2 cellules que le VOC et le GSC sont constants sur une 50aine de jours, ce qui est pas mal. Et par contre, on voit que les rendements après 50 jours restent corrects, mais on a une légère diminution avec une diminution aussi du fill factor. Donc après avoir étudié la structure planaire, donc on a débuté une étude sur l'architecture mésostructurée. Alors, donc sur la couche compacte de Z-ANO,
Donc, on a déposé un Z-anneau nanoporeux par électrochimie avec un ajout structurant qui est l'éosine Y. Donc, le Z-anneau nanoporeux a soit été déposé directement sur le FTO, sans couche compacte de Z-anneau, soit directement sur le IZ-anneau. Donc, c'est la couche compacte qui permet d'éviter les shunts. Donc, on a déposé différentes épaisseurs et on obtient différentes morphologies du Z-anneau nanoporeux. Alors, en termes de performance, lorsque le Z-anneau nanoporeux est directement déposé sur le FTO et qu'on termine ces couches en cellules, alors on remarque qu'on a un très mauvais VOC qui augmente avec l'épaisseur du Z-anneau nanoporeux et ce qui engendre des performances qui sont pas très, très bonnes. Alors cela est dû au fait qu'on n'a pas cette couche compacte de IZ-anneau déposée par sputtering qui permet d'éviter les shunts. Donc là, cette chute en VOC, donc, c'est dû au contact entre la perovskite et le FTO qui provoque les shunts. Par contre, on remarque que lorsqu'on ajoute la couche de IZ-anneau, donc là, on remarque que les performances sont beaucoup meilleures. On a un VOC qui est beaucoup meilleur, qui reste cependant moins bon que dans le cas du planaire. Donc là, on présente les résultats pour deux épaisseurs différentes de Z-anneau nanoporeux. Donc on remarque que là, pour ces deux épaisseurs, donc on n'a pas énormément de différence. Et la dernière remarque qu'on peut faire sur ça, c'est que contrairement aux cellules planaires, on voit que l'esthérésis est beaucoup plus faible. Alors, en conclusion, à travers ce travail, on a montré qu'on peut remplacer le TO2 par l'oxyde de zinc. Donc, on a des rendements assez bons et on a d'assez grandes performances en architecture plane et on a une assez bonne stabilité au cours du temps. Donc, en améliorant la manière d'encapsuler, on peut arriver à une stabilité encore meilleure. Alors, cependant, on a toujours un fort phénomène d'hystérésis qui vient faire chuter les performances, qui est légèrement atténué par l'ajout d'un Z-anneau qui est nanostructuré. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ce bel exposé. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le... Moi j'en ai, mais d'abord. Bonjour. En fait, est-ce qu'avec la méthode CoIVAP, vous pouvez jouer sur le dopage intrinsèque de Z-anneau pour en fait le rendre plus conducteur quand vous avez en fait des épaisseurs un peu épaisses en fait? La couche compacte? Oui, du Z-anneau, oui. On peut doper. Enfin, on a la possibilité de doper avec de l'aluminium, mais justement, on privilégie une couche intrinsèque parce qu'on ne veut pas d'une couche qui est trop conductrice, justement pour éviter que les électrons, puisque son but principal, c'est d'éviter le passage des électrons. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler avec un Z-anneau intrinsèque. D'accord, mais en fait, parce que vous avez dit que fait, l'épaisseur est très importante, vous avez de la résistance et ça cause aussi un problème. Donc il faut trouver un compromis entre un peu une résistance qui n'est pas trop importante et en fait quelque chose qui reste quand même pas... Oui. D'accord, ok, merci. Une autre question peut-être? Oui, c'est à propos de votre encapsulation, de la stabilité avec l'encapsulation raldite. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard une interaction entre la raldite et la phase organique de votre perovskite? Oui, il y en a une. Est-ce que vous identifiez justement quel est le composant de l'époxy ou l'additif qui fait qu'il y a une recombinaison malveillante? Il y en a certainement une, parce que lorsqu'on dépose la raldite sur la cellule, parce que tout le contour, parce que ça va être difficile d'expliquer comme ça, mais la raldite est directement déposée sur le contact d'or. Donc, et sachant que la couche qui collecte, c'est celle qui est en dessous du contact métallique. Et tout ce qu'il y a autour, toute la perovskite qu'il y a autour du contact métallique, elle devient transparente.
Donc elle réagit avec l'araldite. Et par contre, celle qui est en dessous du contact métallique, elle reste telle qu'elle est. Mais il peut y avoir certainement une réaction qui peut faire chuter les performances. C'est pour ça que l'araldite n'est pas forcément le meilleur moyen d'encapsuler. Et, il faut chercher d'autres moyens qui seront... Il va y avoir une diffusion dans la partie avec une compression intermédiaire. Et je pense qu'avec un silicone, vous seriez un peu moins gêné. J'ai pas très bien entendu. Un silicone serait peut-être mieux approprié. Oui. Une autre question pour terminer peut-être? Sinon, moi j'en ai une sur le... Est-ce que vous faites des tests sous illumination? Sous irradiation, est-ce que ça se dégrade en fait? Alors, sous irradiation, on n'a pas encore fait de test de stabilité sous irradiation. D'accord. Bon, on va te remercier.